La lumière du porche vacillait tandis que David Matthews essuyait le plan de travail de la cuisine pour la 3e fois de la soirée, non pas parce qu'il était sale, mais parce que garder ses mains occupées empêchait ses pensées de vagabonder. Dehors, la bruine d'automne détrempait l'écriteau manuscrit « Chambre à louer » qu'il avait accroché ce matin-là, l'encre commençant déjà à baver. À l'étage, la chambre d'appoint, l'ancien atelier de Sarah, était vide depuis 3 ans. Le crédit immobilier ne se souciait ni du chagrin, ni des souvenirs, et la banque non plus. À 42 ans, David avait appris que la perte ne mettait pas les factures en pause, elle ne faisait que les rendre plus difficiles à payer. Tommy était assis à la table de la cuisine, alignant ses petites voitures avec une précision méticuleuse, du rouge au bleu, puis au vert, un rituel qui l'apaisait avant de dormir. Il avait 7 ans, les grands yeux bruns de sa mère et un sérieux nez d'une enfance trop vite accélérée. « Papa » demanda-t-il en jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Est-ce que quelqu'un va venir vivre avec nous ?» David força un sourire. « Peut-être, mon grand, on verra. » Il n'ajouta pas que cette idée lui serrait la poitrine, ni que penser à un étranger occupant l'espace de Sarah lui donnait l'impression d'une trahison silencieuse. C'est alors qu'il l'entendit, un son doux, irrégulier, presque noyé par la pluie, des sanglots. David ouvrit la porte d'entrée et découvrit une jeune femme recroquevillée sur les marches du porche, trempée jusqu'aux os, ses longs cheveux bruns plaqués sur son visage. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Une robe blanche en dentelle collait à sa silhouette, et elle serrait contre sa poitrine un petit sac à dos comme une armure. Lorsqu'elle leva les yeux, ils étaient rouges et gonflés, le mascara coulant le long de ses joues. Elle se redressa maladroitement. « Je suis désolée, dit-elle précipitamment. J'ai vu l'annonce. Je ne voulais pas... Je vais partir. »« Vous êtes glacé, dit David en levant la main. Entrez. On pourra parler de la chambre après que vous vous serez réchauffé. » Elle hésita, tremblante, assurant qu'elle pouvait payer, qu'elle n'avait besoin que de quelques jours. Tommy apparut à côté de David, jetant un regard dehors. « Elle est vraiment toute mouillée, papa. » David hocha la tête. « Va chercher une des grandes serviettes. » La jeune femme entra lentement, l'eau goûtant sur le parquet que Sarah aimait tant. Elle regarda autour d'elle les meubles modestes, les photos de famille, les jouets éparpillés, comme si elle venait de pénétrer dans quelque chose de fragile et de précieux. « Je m'appelle David, » dit-il doucement. « Voici mon fils, Tommy. »« Émilie, » répondit-elle en acceptant la serviette avec un merci murmuré. Pendant que David mettait la bouilloire sur le feu, il l'observa depuis l'embrasure de la cuisine. La robe, même trempée, semblait chère. Ses mains étaient douces. Une marque pâle cerclait son annulaire, comme si quelque chose d'important en avait été retiré trop récemment. Lorsqu'il lui tendit le thé, elle en serra la tasse de ses mains, comme si c'était la première chose chaude qu'elle tenait depuis des jours. Quoi que fût ce qui avait conduit Émilie jusqu'à son porche, David le voyait clairement à présent. Sa vie avait basculé soudainement, violemment, et elle n'avait nulle part où se poser en sécurité. Et, d'une certaine manière, sans l'avoir prévu, il venait de dire oui. David expliqua la chambre à l'étage en termes pratiques, comme il abordait désormais la plupart des choses, par petits morceaux, faciles à gérer. Elle était modeste, dit-il. Un lit, un bureau, une salle de bain partagée, 400 par mois, charges comprises. Lorsqu'il s'arrêta, le calme d'Émilie se fissura. Elle avoua être partie de chez elle sans plan, que son père lui avait imposé des choix qu'elle ne pouvait pas faire. Une vie qui lui donnait l'impression d'une cage. Elle ne marchait pas vers quelque chose de précis, seulement loin de quelque chose d'insupportable. David reconnut aussitôt le regard dans ses yeux. Il l'avait porté lui-même après le diagnostic de Sarah, quand l'avenir s'était effondré en un flou de couloirs d'hôpital et de décisions impossibles. « Restez cette nuit, dit-il, sans frais. On en reparlera demain. » Elle lui demanda pourquoi il était gentil avec une inconnue. David haussa les épaules, gêné par la simplicité de sa réponse. « Parce que je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide, dit-il, et je sais ce que c'est quand quelqu'un vous l'offre sans rien demander en retour. » Ce soir-là, il donna à Émilie un vieux pantalon de survêtement et l'un des t-shirts de Sarah. La chambre à l'étage gardait encore une légère odeur de lavande, vestige d'anciens morceaux de tissu depuis longtemps disparus. Émilie resta sur le seuil, touchant l'encadrement comme pour l'imprimer dans sa mémoire. David lui dit que c'était l'espace de sa femme, un lieu où elle avait créé de belles choses.
Elle aimerait savoir qu'il sert de nouveau, dit-il. Émilie hocha la tête, les yeux brillants, et murmura qu'elle était désolée. Il répondit simplement la vérité. Moi aussi, mais Tommy et moi, nous sommes toujours là. Au matin, Émilie était levée avant eux, assise à table avec Tommy, l'écoutant attentivement lui expliquer les règles de ses voitures miniatures. Elle portait l'un des pulls de Sarah, les manches retroussées, les cheveux attachés. Elle proposa d'aider, de nettoyer, d'organiser, n'importe quoi pour mériter sa place. David hésita, puis mentionna les cartons du garage qu'il évitait depuis des années, les fournitures de loisirs créatifs de Sarah. Émilie sourit, soulagée, comme reconnaissante d'avoir une tâche qui comptait. Au fil des jours, un rythme discret s'installa. Émilie triait et étiquetait, plantait des fleurs dans les massifs délaissés du devant, préparait des dîners simples avec soin. La maison semblait différente, plus légère. Un soir, David lui demanda doucement si elle avait envisagé d'appeler son père. Les mains d'Émilie s'immobilisèrent dans l'évier. Il avait tenté de contrôler sa vie, dit-elle, jusqu'à choisir l'homme qu'elle devrait épouser. Quand elle avait refusé, il lui avait dit qu'elle n'était plus sa fille. Plus tard dans la semaine, Tommy rentra troublé. Des hommes en costume avaient posé des questions sur Émilie à l'école. Ce soir-là, enveloppée dans une couverture sur le porche, Émilie confessa la vérité. Son père était puissant, implacable. Il viendrait, et quand il viendrait, dit-elle, elle ne pouvait pas risquer d'entraîner David et Tommy dans sa tempête. Elle se leva pour partir, la voix tremblante, mais David l'arrêta. Il lui dit qu'il avait déjà perdu ce qui comptait le plus et qu'il ne se laisserait pas intimider par un homme qui utilisait l'argent comme une arme. « Tu restes parce que tu le veux », dit-il fermement. « Et s'il veut se battre, il peut s'adresser à moi. » Émilie craqua alors, les larmes débordant lorsqu'elle comprit que, enfin, quelqu'un se tenait à ses côtés. Richard Thornton arriva 2 jours plus tard, au moment précis où David rentrait dans l'allée après son service au magasin de bricolage. La berline noire faisait tache dans cette rue tranquille, sa carrosserie lustrée reflétant le ciel couvert. L'homme qui en descendit se mouvait comme quelqu'un habitué à l'obéissance. Grand, les cheveux argentés, impeccable. Avant même qu'il ne parle, David comprit le type de pouvoir qu'il exerçait. Ce n'était pas un homme habitué à entendre non. « Monsieur Matthews, » dit Thornton d'un ton calme, les yeux parcourant la maison modeste, « je crois que vous avez ma fille. »« Elle n'est pas un objet, » répondit David en montant sur le porche et en croisant les bras. « Et c'est une adulte. Elle est ici parce qu'elle l'a choisie. » Le sourire de Thornton se fit mince. Il avertit David, doucement, méthodiquement, des conséquences, des emplois perdus, des clients qui disparaissent, des problèmes qui pourraient devenir bien plus importants qu'une simple chambre louée. David sentit son cœur battre à tout rompre, mais la peur ne l'immobilisa pas. Il avait déjà enterré la femme qu'il aimait. L'argent et les menaces avaient perdu leur tranchant le plus aigu. « Vous pouvez menacer mon gagne-pain, » dit-il d'une voix égale. « Mais vous ne pouvez pas menacer ma conscience. » La porte s'ouvrit derrière lui. Émilie sortit, pâle mais résolue. « Non, dit-elle lorsque son père lui ordonna de monter dans la voiture. » Ce mot sembla le sidérer. Elle lui dit qu'elle n'épouserait pas l'homme qu'il avait choisi, qu'elle n'hériterait pas d'une vie qu'elle n'avait jamais voulu. Elle voulait quelque chose de plus petit, de plus désordonné, quelque chose de réel. Tandis qu'elle parlait, l'assurance de Thornton vacilla. La colère céda la place à quelque chose de plus ancien, de plus lourd, le regret. Pendant un long moment, l'homme puissant parut simplement fatigué. Il admit avoir tenté de la protéger par le contrôle, confondant la sécurité avec l'amour. Émilie lui demanda, doucement, de la voir, non comme un atout, non comme une héritière, mais comme sa fille. Thornton ne promit pas de changer, mais il fit quelque chose d'inattendu. Il recula d'un pas. Il dit qu'il appellerait. Il dit que sa mère serait fière d'elle. Après son départ, Émilie s'affaissa sur les marches du porche, tremblante. David s'assit à côté d'elle, en silence. Certaines batailles ne se terminent pas par une victoire, mais par l'espace nécessaire pour respirer. Dans les semaines qui suivirent, Émilie resta. Elle trouva un emploi dans une librairie, s'inscrivit à des cours, se reconstruisit morceau par morceau. Un soir, alors qu'elle aidait Tommy à faire ses devoirs, il lui demanda si elle resterait pour toujours. Émilie regarda David, incertaine. Il ne répondit pas à sa place. Il n'en avait pas besoin. Des mois plus tard, ils célébrèrent Sarah, non par le deuil, mais par des histoires et des rires.
Émilie écoutait comme un membre de la famille. David comprit alors que sa maison était devenue ce que Sarah avait toujours voulu qu'elle soit, un lieu de guérison. Et en ouvrant sa porte à une inconnue par une nuit pluvieuse, il n'avait pas seulement offert un abri, il avait permis à sa propre vie de recommencer. La vie ne se transforma pas du jour au lendemain, mais elle avança avec une constance que David avait presque oubliée possible. Émilie jonglait entre son travail à la librairie et ses cours, découvrant une joie discrète à aider les gens à trouver des histoires qui faisaient écho à la leur. Elle choisit le travail social, dit-elle un soir, parce qu'elle voulait devenir le genre de personne capable de se tenir sur le perron d'un inconnu et de dire « tu n'es pas seul » et de le penser sincèrement. David comprenait cet élan plus qu'il ne voulait l'admettre. C'était le même instinct qui l'avait poussé à lui ouvrir la porte sous la pluie. Tommy s'épanouit en présence d'Émilie. Elle n'essaya jamais de remplacer sa mère, ne franchit jamais les limites que David n'avait pas tracées, et pourtant elle devint quelque chose d'aussi essentiel, stable, patiente, engagée. Les devoirs à la table de la cuisine devinrent un rituel du soir. Les pancakes du samedi se transformèrent en tradition. David se surprenait à sourire plus souvent, à rire sans cette culpabilité réflexe qui avait accompagné toute joie depuis la mort de Sarah. Émilie le remarqua, le taquinant doucement à ce sujet. Et lorsqu'elle lui demanda, quand il comptait recommencer à vivre pour lui-même, la question resta en suspens bien après qu'elle fût montée se coucher. Richard Thornton tint parole. Il appelait chaque semaine. Les conversations furent d'abord maladroites, brèves et formelles, puis s'adoucirent peu à peu. Il vint dîner une fois, mal à l'aise dans la petite salle à manger, essayant de comprendre la vie que sa fille avait choisie. Lorsqu'il dit calmement à David qu'il avait bien agi envers elle, il y avait de l'humilité dans sa voix. C'était la forme la plus proche de la gratitude que David s'attendait à recevoir d'un homme comme lui. 6 mois après l'arrivée d'Émilie, David rentra chez lui et trouva des guirlandes dans la cuisine et un gâteau sur la table. « Joyeux 3 ans » était-il écrit. 3 ans depuis la disparition de Sarah. Émilie et Tommy avaient décidé qu'il était temps de se souvenir de la joie plutôt que de la perte. Ils partagèrent des souvenirs, rirent, pleurèrent, et pour la première fois, David sentit le chagrin changer, non pas disparaître, mais desserrer son étreinte. Il comprit alors qu'honorer l'amour ne signifiait pas rester figé au moment où il avait été perdu. Cela signifiait le laisser continuer à façonner les vivants. Le temps passa ensuite avec douceur. Émilie avançait sans partir, grandissant en elle-même tout en restant une part de leur foyer. David cessa de considérer la chambre à l'étage comme provisoire. Ce n'était ni la charité, ni la gratitude, ni l'obligation qui les avait liés. C'était le choix de rester, de se soucier, d'oser à nouveau le lien. Avec le recul, David pensait souvent à la facilité avec laquelle cette nuit-là aurait pu se dérouler autrement. Il aurait pu ignorer les sanglots sur son perron, se dire qu'il était trop fatigué, trop occupé, trop brisé. Au lieu de cela, il avait ouvert la porte, et ce faisant, il n'avait pas seulement offert un refuge à une jeune femme dans le besoin. Il avait rouvert sa propre vie, découvrant que la guérison n'arrive pas par de grands gestes, mais par la décision silencieuse de dire oui quand quelqu'un demande de l'aide, et de le penser sincèrement. Des années plus tard, David se tenait parfois en haut de l'escalier et écoutait la maison respirer, les pas réguliers de Tommy allant d'une pièce à l'autre, le murmure de la voix d'Émilie lors d'un appel tardif avec un client de son stage, le bourdonnement d'une vie ordinaire qui continuait sans demander la permission. Le silence ne lui paraissait plus vide. Il lui semblait mérité. Il avait appris que la guérison ne s'annonçait pas. Elle arrivait discrètement, par la constance, par des personnes qui revenaient encore et encore quand il aurait été plus facile de s'éloigner. Émilie termina ses études et commença à travailler avec des familles confrontées au deuil, à la dépendance et à l'exil. Elle parlait peu de son propre passé, sauf lorsqu'on l'y invitait. Et alors il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement de la lucidité. Elle avait choisi une vie qui lui correspondait, pas une vie destinée à impressionner. Richard Thornton assista à sa remise de diplôme, se tenant maladroitement à l'écart de la foule, la fierté visible malgré la difficulté à l'exprimer. Après la cérémonie, il serra la main de David et le remercia sans détour, non pas de lui avoir sauvé sa fille, mais de lui avoir fait confiance pour qu'elle se sauve elle-même. Tommy grandit, plus grand, plus bruyant, plus sûr de lui.
Il parlait de devenir professeur, ingénieur ou chef, changeant d'avis chaque semaine. Il se souvenait encore de la nuit où Émilie était arrivée trempée et tremblante, même si ce souvenir s'était transformé en autre chose. Une histoire qu'il racontait comme la preuve que de bonnes choses pouvaient arriver sans prévenir. Quand ses amis lui demandaient qui était Émilie, il répondait simplement « Elle fait partie de la famille ». Quant à David, il retourna au travail avec un but renouvelé, mais il ne s'y réfugia plus. Il rendit visite à ses fils plus souvent, reconstruisit des ponts qu'il avait laissés s'effriter et apprit que la présence comptait davantage que les mots parfaits. Certains soirs, après le dîner, Émilie et lui s'asseyèrent sur la balancelle du porche et parlaient de choses sans importance. D'autres soirs, ils restaient en silence, un silence complice plutôt que pesant. Ce qui se développait entre eux le faisait sans pression, enraciné dans la confiance et l'attention partagée. Ils ne se pressèrent jamais de le définir, ils n'en avaient pas besoin. À l'anniversaire de cette nuit pluvieuse, Émilie remplaça la lampe du porche qui vacillait autrefois. Elle serra l'ampoule elle-même, souriant en la voyant briller d'une lumière stable et chaleureuse. David la regardait depuis l'embrasure de la porte, comprenant le symbole silencieux. Certaines lumières cessent de fonctionner parce qu'elles sont vieilles, d'autres vacillent parce que le câblage a été trop sollicité. Mais avec de la patience et la volonté de prendre soin de ce qui a été négligé, elles peuvent briller à nouveau. David repensait souvent au moment où il avait ouvert la porte, à la facilité avec laquelle il aurait pu faire un autre choix, à tout ce qui aurait été perdu s'il l'avait fait. Il avait offert une chambre, une serviette, une tasse de thé. Ce qu'il avait reçu en retour était infiniment plus précieux. La preuve que la bonté, lorsqu'elle est donnée sans condition, a le pouvoir de se multiplier et que parfois les pièces les plus importantes que nous ouvrons ne se trouvent pas dans nos maisons, mais au plus profond de nous-mêmes.